Euh, alors, donc je me présente d'abord, je suis Vincent Clerc, je suis formateur avec Data Rockstars. J'ai un doctorat en physique statistique, donc j'ai fait une thèse à Grenoble il y a quelques années déjà, à l'interface entre la physique stat, la sismologie et le machine learning. L'idée, c'était d'arriver à trouver des nouvelles informations depuis un signal extrêmement complexe. Donc on a développé plusieurs méthodes fondées sur de la physique et surtout une méthode de machine learning qui a extrêmement bien marché. Et c'est là où moi j'ai décidé de m'orienter de façon plus poussée vers le machine learning et l'intelligence artificielle. Euh, Juste un petit point, dans cette présentation, je vais souvent dire machine learning pour intelligence artificielle. Pour moi, les deux sont à peu près équivalents. Ils recouvrent en vrai des réalités un petit peu différentes, mais pour l'instant, on va considérer que les deux sont équivalents. Forte de ma thèse, je suis parti travailler aux États-Unis. J'ai suivi des cours à Stanford. J'ai ensuite fait un bootcamp de data science. À l'époque, Data Rockstars n'existait pas. Et j'ai trouvé un job dans une startup de la Silicon Valley où j'ai très brièvement travaillé, où je faisais ce qu'on appelle du pricing dynamique, mais je vais en reparler plus tard. Je suis rentré ensuite en France. J'ai pris pendant 2 ans un poste d'enseignant-chercheur en sciences des données. Donc, je faisais de l'intelligence artificielle pour l'optimisation mathématique à l'école des mines de Saint-Étienne, où j'étais responsable du module apprentissage statistique. Voilà. Et je faisais de la recherche à côté. Et là, depuis quelques temps maintenant, je suis data scientist dans une startup qui s'appelle Open Studio, où on développe plusieurs choses, mais je vais vous en parler plus en détail. À côté de ça, j'ai fondé une startup qui est au Chili, qui s'appelle Tomos. Voilà. Et, hum, et l'idée, c'est d'exploiter du signal d'une nouvelle façon pour arriver à localiser et détecter des séismes de façon extrêmement précise et rapide. Et le composant de base qui est dessous, et ben, c'est, vous l'aurez deviné, de l'intelligence artificielle. Euh, L'idée, c'est d'utiliser des réseaux profonds, donc du deep learning, pour arriver à mieux détecter les séismes et ensuite à faire des choses classiques de sismologie. Voilà, donc j'ai un emploi du temps plutôt bien rempli. Et donc là, je vais vous parler de l'intelligence artificielle au service du e-commerce, parce qu'actuellement, je bosse beaucoup sur ces aspects-là, et c'est une chose qui, à mon avis, est très importante, non seulement de connaître dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on y est exposé tous les jours, absolument tous les jours, on subit des produits d'intelligence artificielle, donc autant être plutôt acteur que juste passif. Et je pense que c'est un peu pour mieux connaître ça que vous êtes là. Ça va pas être une présentation technique. Je vais pas rentrer dans le détail bah, de la technique, que ce soit du code ou des mathématiques derrière. Je vais vraiment vous présenter quelque chose. Du coup, slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc la présentation va se dérouler en 2 temps. D'abord, je vais vous faire un panorama de ce qui se fait en intelligence artificielle aujourd'hui pour le e-commerce. Ce ne sera pas exhaustif, mais je vais en fait prendre des use cases qui sont utilisés soit par des boîtes énormes comme Google, Netflix, Amazon ou des choses comme ça. Euh, S'ils sont leaders du marché, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'ils font bien ce qu'ils font. Et je vais vous expliquer un peu justement où sont leurs produits d'intelligence artificielle et, euh, et aussi bah, comment ça peut s'appliquer à des structures plus petites et d'autres exemples issus de mon expérience éventuellement ou des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, je ferai un zoom sur un peu comment on a développé un projet d'intelligence artificielle avec mon entreprise actuelle, un projet de système de recommandation. Voilà, slide suivante. Du coup, actuellement, il existe des plateformes pour faire automatiquement tout le boulot d'un data scientist euh, automatiquement. C'est typiquement, là, j'ai mis Google Optimize, Microsoft Dynamics, ou à droite, c'est Amazon SageMaker.
Pourquoi on a toujours besoin de data scientists et de gens qui font de l'intelligence artificielle? C'est parce que ces plateformes sont extrêmement génériques et plus souvent font les choses mal que bien. Donc, vous pouvez reposer là-dessus, mais si vous voulez aller faire quelque chose de vraiment intéressant, il faut mettre les mains dans le cambouis et justement se former en sciences des données. Slide suivante. Donc on va commencer le panorama par les aspects d'optimisation de choses qui sont déjà présentes sur les sites. Du coup, sur la slide suivante, voilà, je vais vous présenter ce qui, à mon sens, est la chose la plus importante en machine learning et en même temps la plus simple, c'est le A/B testing, qui est juste une extension adaptée au e-commerce de la méthode scientifique. Donc là, c'est un exemple qui vient de chez Microsoft. L'image qui est à gauche, c'est juste deux schémas de couleurs différents. Et si je vous disais qu'avec de l'intelligence artificielle, ils ont déterminé lequel de ces deux schémas de couleurs plaisait le plus aux gens, vous me diriez, ok, pas très intéressant, juste savoir un schéma de couleurs, bon. Sauf que le schéma de couleurs qui plaît le plus aux gens se traduit chez Microsoft, avec leur flux, par un gain en revenus de 10 millions de dollars par an. Donc, juste passer du schéma de couleur de gauche au schéma de couleur de droite, ça fait gagner 10 millions de dollars. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ce qu'on appelle du A/B testing. Je vais en présenter le principe sur la slide suivante. Le A/B testing, c'est très simple. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, malheureusement en ce moment, de ce qu'on appelle en médecine les essais randomisés en double aveugle. Les essais randomisés en double aveugle, c'est juste qu'on propose à des patients, deux échantillons de patients, des traitements différents, sans savoir lequel on donne à quel patient, et ça nous permet de savoir quel est le traitement le plus efficace. Le A/B testing, c'est exactement l'application de l'essai randomisé en double aveugle au e-commerce. C'est-à-dire que là, on va proposer, par exemple, deux pages avec des variantes différentes. Vous voyez, en haut, on a une page avec le titre en rouge et en bas, une page avec le titre en bleu, au hasard, à tous nos utilisateurs. Nos utilisateurs vont interagir avec le site. Nous, on a une métrique qu'on veut optimiser, une KPI, Key Performance Indicator. Cette KPI, elle peut être variable, elle peut être la dépense qu'ils ont sur le site, ça peut être le temps qu'ils passent sur le site, ça peut être un peu tout ce qu'on peut imaginer. Mais on va regarder si les deux variantes du site vont changer quelque chose en regard de cette KPI. En l'occurrence, ici, on voit que la variante bleue a un temps passé sur la page un peu plus long que la variante rouge. Donc, si on veut optimiser le temps passé sur la page, on va garder la variante bleue. Et ça, c'est vraiment très simple. C'est une séparation du flux en deux de manière aléatoire. C'est à la base d'un extrêmement grand nombre d'expérimentations. Par exemple, Google a testé pour les liens sur ses pages de recherche 41 nuances de bleu. Donc c'est moins que 50 Shades of Grey, mais c'est déjà pas mal. Voilà, Microsoft Bing fait plus de 350 tests par an sur des variantes comme ça. Voilà, donc c'est des chiffres assez faramineux. Et ça peut s'appliquer à tous les aspects d'un site. Ça peut être que ce soit la mise en page, les couleurs, mais ça peut être aussi le design, ça peut être aussi les produits que vous proposez, ça peut être aussi sur un site d'information du rédactionnel différent pour des articles. Tout ce que vous pouvez imaginer à tester peut être A/B testé. Et vous pouvez avoir scientifiquement une preuve de ce qui est le plus efficace pour augmenter vos KPI. Voilà, slide suivante. Ce qui nous amène à parler du pricing. Donc là, j'imagine que vous avez tous déjà réservé des vols en avion. Là, j'ai juste pris une capture d'écran des prix que me propose Google pour un vol Lyon-San Francisco. Le pricing dynamique, c'est de faire évoluer le prix en fonction de l'offre et de la demande. Donc j'ai bossé rapidement dans une boîte qui faisait du pricing dynamique. Ici, le pricing dynamique chez Google est juste en fonction du jour. Donc là, on va pouvoir prévoir
le prix qu'on veut donner à certains produits en fonction du jour. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Slide suivante. Ce que je faisais dans l'entreprise où j'étais et dont je tirais le nom, c'était du pricing dynamique pour les achats in-game pour les jeux mobiles. Imaginez que vous avez un jeu mobile où vous pouvez acheter un quelconque bonus pour vous avancer dans le jeu. Notre but, c'était de trouver pour chaque joueur le prix optimal auquel la personne va acheter ce produit-là. C'est-à-dire qu'entre vous et votre voisin, si vous avez des données différentes, on va changer le prix. Alors, en l'occurrence, ça c'est légal aux États-Unis, ça l'était pas en Europe, mais heureusement, je travaillais aux États-Unis. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, donner des prix différents à différents groupes d'utilisateurs, mais on peut très bien aussi imaginer qu'en fonction des données que le groupe d'utilisateurs a, on peut lui afficher une version différente du site, etc., etc. Le graphique que vous voyez ici, c'était les principaux prédicteurs pour le prix d'achat d'un objet dans un jeu mobile. Et le principal prédicteur que quelqu'un allait être prêt à payer, à acheter un objet dans ce jeu mobile, c'était la mémoire de sa carte SD, de sa carte micro SD. Parce que, en gros, nous, on l'analysait comme si la personne a mis de l'argent dans acheter une bonne carte micro SD, c'est qu'elle est prête à mettre de l'argent pour améliorer son téléphone, etc. Et que du coup, c'est qu'elle est prête à payer plus pour améliorer ses jeux, etc. Cette interprétation, elle venait juste de nous. Là, ce que nous dit ce graphique, c'est si la personne a une carte SD avec beaucoup de mémoire, elle va probablement être prête à payer plus. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Slide suivante. Je vais passer sur les recommandations. Donc actuellement, je travaille beaucoup sur des recommandations. Bon, je ne travaille pas pour Amazon, mais là, je vous ai mis un petit exemple de recommandation sur Amazon. C'est épatant à chaque fois à quel point ces sites nous connaissent. Et il y a un chiffre qui est assez faramineux. 35% du chiffre d'affaires de la plateforme de vente d'Amazon, qui est leur activité principale, 35% est lié à leurs recommandations. C'est-à-dire que 35% de leur chiffre d'affaires est issu d'une de leurs recommandations. C'est dire l'intérêt qu'ils ont à avoir des recommandations pertinentes. Alors là, on peut voir qu'ils ont des recommandations pertinentes pour moi. Le seul petit problème, c'est qu'ils me proposent un livre de yoga qui, en fait, ma copine est prof de yoga. Donc, ils m'ont pas tout à fait ciblé, mais ils savent que sur mon profil, je vais probablement acheter des accessoires d'informatique et des livres de yoga, si j'oublie de me déconnecter. Donc, voilà, il faut voir que ces algorithmes de recommandation sont tout à fait partout. C'est des algorithmes souvent qui peuvent aller du très simple au très complexe. Du coup, slide suivante. On passe chez Netflix. Netflix, c'est encore plus important, les recommandations chez eux. Il y a quelques années, Netflix avait lancé un concours avec un prix à 1 million de dollars pour l'équipe qui arrivait à faire les meilleures recommandations. Si Netflix propose 1 million de dollars pour une équipe qui fait des bonnes recommandations, vous imaginez l'argent que leur rapportent les bonnes recommandations. Donc là, on voit que 80% de ce que les gens regardent sur Netflix vient de leur système de recommandation. Mais il faut savoir que leurs recommandations ne s'arrêtent pas au film. Ce qu'on peut faire, et ce qu'on évalue encore une fois avec du A/B testing, c'est aussi d'autres aspects de l'affichage sur leur site. Typiquement, Netflix teste l'image qu'ils vont vous afficher pour chaque film. Donc des utilisateurs différents auront une image différente pour le même film pour Netflix, en fonction des goûts qu'on a estimés pour eux. Et comment on estime ces goûts-là? Et ben ça, c'est tout l'intérêt des systèmes de recommandation, donc je vais détailler un petit peu plus tard, mais en gros, c'est souvent évaluer la similarité avec d'autres utilisateurs et arriver à dresser des profils communs. Spotify fait comme ça. Pour les découvertes de la semaine, Spotify utilise en particulier
les utilisateurs qui ont un profil d'écoute proche du vôtre et vous proposent des morceaux de musique aimés par ces utilisateurs qui sont peu connus. En lien, là, j'ai mis sous l'image un petit lien d'un site qui est très intéressant. C'est un site où vous pouvez essayer justement un système de recommandation qui s'appelle Date Night Movies. Quand vous et la personne avec qui vous vivez, vous ne savez pas quel film regarder, chacun des deux met un film qu'il aime et ça recommande des films qui sont aimés par les gens qui aiment ces deux films. Voilà, c'est une petite application fun des systèmes de recommandation. Et ça a été monté par un copain à moi quand j'étais justement en bootcamp de Data Science. Slide suivante. Maintenant qu'on a les optimisations, elles passent aussi par optimiser ce qui existe déjà sur le site. Là, par exemple, c'est Azos. Azos, pour leur description de produit et du coup pour leurs recommandations, se servent des attributs du produit. Mais pour sortir les attributs du produit, ils utilisent deux aspects. Un aspect d'analyse du langage naturel, donc là c'est la description du produit, et une analyse automatique de l'image à base de réseaux de neurones par convolution, donc là vraiment de l'intelligence artificielle à 100%. Ils cumulent ces deux aspects pour sortir des tags, et ensuite ces tags sont utilisés pour faire une recommandation à un utilisateur en fonction des profils des utilisateurs similaires. Donc là, on voit que c'est des approches vraiment hybrides entre plusieurs domaines de l'IA qui donnent une recommandation et qui créent de la valeur chez Azos. Slide suivante. Donc là, je vais vous parler de la détection très rapidement grâce à l'IA. Donc là, c'est un exemple que j'ai tiré de la startup que j'ai au Chili, Tomos, on a construit un détecteur de signaux fondé sur TensorFlow et Keras principalement, donc du Python. Vous voyez le signal sismique à droite. L'idée, c'est de le détecter le plus vite possible. En apprenant sur un très grand nombre de signaux sismiques là où les signaux sont détectés, d'accord, la première modification entre la partie de gauche et la partie de droite, on arrive à trouver l'endroit, la première détection pour dire où ce signal commence. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est fondé sur des réseaux de neurones par convolution, avec des réseaux profonds. Et ça, là, en l'occurrence, ici, ça nous permet de détecter une anomalie dans un signal, d'accord? Parce que le signal normal, c'est celui de gauche qui est plat, et le signal anormal, c'est celui de droite qui est très chahuté. Et en fait, ça nous permet de détecter des anomalies. Ces détections d'anomalies, elles sont partout. On peut considérer les nombres d'achats et la valeur des achats comme des séries temporelles sur lesquelles on veut détecter des anomalies. On peut considérer les habitudes d'achat d'un utilisateur sur un site comme des anomalies. Et ce qu'on veut, c'est détecter les anomalies pour arriver ensuite à identifier ce qui se passe. Typiquement, Amazon étudiait ses clients et un jour s'est rendu compte, quand il vendait principalement des livres, s'est rendu compte qu'il y avait des clients qui avaient un profil très très bizarre qui posait des problèmes dans toutes les stats qu'il faisait, parce qu'il commandait des grands nombres de livres, etc. Et en analysant ces clients-là, les clients anormaux, ils se sont rendus compte que les comptes de ces clients, c'était des librairies. Et qu'en fait, ces librairies-là, on va leur proposer quelque chose de différent. Et ça, c'est en identifiant un comportement anormal, donc souvent à base de séries temporelles. Slide suivante. Ensuite, la visualisation, donc là je vais passer rapidement. Donc ça c'est juste une visualisation qui a été faite avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est un plongement dans un espace moins dimensionnel de données qui sont très dimensionnelles. Donc ça c'est quelque chose qui est assez technique mais dont on peut débattre plus tard. Ici vous voyez tous les emojis qui ont été regroupés automatiquement. Et en fait, l'intelligence artificielle les a regroupés par similarité de sens. C'est-à-dire que deux emojis qui sont similaires, qui ont un sens proche, vont être proches. Là, on voit par exemple en haut en violet, c'est les symboles du zodiaque. Et comme par hasard, ils se sont tous retrouvés proches. Ensuite, vous avez les emojis positifs d'un côté, les emojis négatifs d'un côté. Bon, là, comme ça, pour le e-commerce, on se dit, bon, ça peut peut-être permettre d'analyser les commentaires plus rapidement, etc. Slide suivante.
Eh ben, pas que. Là, si on voit ce que Azos a fait ça avec les utilisateurs et les images, et ils se sont rendus compte que les utilisateurs, eh ben, ce que ça formait des zones d'images avec différents types de produits. En haut, là, dans le carré bleu, c'est des produits plutôt formels. En bas, dans le carré rouge, c'est des produits plutôt informels, de jour. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si un utilisateur regarde une page qui se situe dans le carré bleu, on va plutôt lui proposer une autre page qui est proche. En fait, on arrive à passer de données tout à fait euh, dispersées à des choses pour lesquelles on peut calculer des distances. Et en fait, on peut dire maintenant que des chaussures, des escarpins à talons sont plus loin d'un pyjama que d'une robe de soirée. Et en fait, on va proposer les produits proches. Voilà, donc voilà comment ce genre de visualisation peut donner de la valeur. Suivant. Ensuite, une des choses qu'on aime bien faire, c'est prévoir. Donc sur la slide suivante, vous voyez quelque chose là qu'on fait dans ma boîte actuelle. C'est prédire les stocks pour un site. Donc là, c'est à base de réseaux de neurones, pareil, avec Keras et TensorFlow. On a essayé de prédire pour une année à peu près les ventes d'un site. La prédiction est en bleu et les données réelles sont en orange. Je pense que ça parle de soi-même, ce graphique. Vous voyez à quel point on arrive à bien prédire les ventes au fur et à mesure. Et cette prédiction des ventes, basée sur des réseaux de neurones, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a appris sur les années précédentes ce qui se passait quand les ventes augmentaient, diminuaient, avec d'autres données qu'on a apportées, qu'on a toutes agrégées, et on est arrivé à faire un outil qui prédit les ventes. Extrêmement utile pour le commerçant, pour gérer ses stocks, pour gérer éventuellement ses retours, etc., etc., et gérer et évaluer son chiffre d'affaires sur l'année. Voilà, donc ça, dès qu'on a des données, c'est des choses qu'on est, si on n'est pas capable de les faire, au moins capable d'essayer. Et là, vous voyez que la prédiction est quand même extrêmement bonne. Slide suivante. Donc ensuite, on passe à l'interprétation. On peut interpréter une partie du langage naturel. Donc là, sur les sites, par exemple, qui ont beaucoup de commentaires. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais on a des techniques qui permettent de représenter un mot sous forme de vecteur. Ce mot, on le met ensuite dans un espace à beaucoup de dimensions. Et une fois représenté dans cet espace très dimensionnel, on peut à nouveau calculer des distances entre mots. Ces distances entre mots, elles nous permettent de faire quoi? Eh bien, comme tout à l'heure où on pouvait calculer des distances entre produits et les recommander, là, on peut cette fois... ouais, tout à fait, c'est du word embedding. Cette fois, on peut calculer ces distances entre mots pour attribuer éventuellement des sentiments ou ce genre de, enfin des sentiments ou classer automatiquement du langage naturel. C'est extrêmement utile sur des commentaires. C'est extrêmement utile pour savoir, par exemple, ce que les gens pensent de votre produit sur Twitter. Voilà. Du coup, sur la slide suivante. Hop. On voit aussi que en faisant de l'apprentissage sur le langage naturel, on peut créer cette fois des chatbots. Donc là, c'est un site que je vous conseille d'essayer, qui est fondé sur un modèle qui s'appelle GPT-2, qui est un des plus gros modèles de langage fait par pas Google Brain, bref, Deep.ai, je crois. Donc je vous conseille d'essayer sur leur site. Là, vous avez un jeu de rôle en temps réel. Vous voyez, moi j'ai juste eu à écrire euh, les phrases qui sont au niveau des flèches, et le jeu de rôle, l'intelligence artificielle me génère une histoire. Ça s'est passé juste en apprenant sur un grand nombre de textes. Donc on peut créer un modèle de texte pour arriver à faire un chatbot tout à fait pertinent et cohérent.
Ici, c'est appliqué au jeu de rôle, mais pour l'appliquer à un use case de e-commerce, on n'a qu'à apprendre sur un certain... On utilise ces modèles qui sont déjà faits, et on apprend, on le fine-tune sur des modèles, nos données, donc typiquement là, des données d'échange avec le service client, etc. Euh, et voilà. Slide suivante. Hop. Maintenant, je vais vous parler très rapidement, parce que je suis un peu lent, de comment nous, on a mis en place les systèmes de recommandation sur notre produit qui s'appelle Telia.ia. C'est voilà, voilà. On utilise certaines technos, donc là vous reconnaissez les logos qui sont Docker pour la portabilité et l'exploitation, scikit-learn pour la science des données à proprement parler, FastAPI pour la communication avec le site, et Python pour tout ce qui est l'architecture. Donc là, je vais vous montrer vraiment mes documents de travail et voir, vous allez voir un peu quel est le rôle du data scientist dans cette histoire-là. Là, ça, c'est notre schéma de conception de l'action des modèles. En haut à gauche, on a l'action d'un utilisateur sur le site. Et ce qu'on veut, c'est lui afficher une recommandation. L'action d'un utilisateur sur le site, elle va suivre deux parcours. Vers le bas, elle va suivre un parcours pour être interprétée rapidement, exécuter notre modèle de recommandation et lui proposer une recommandation en bas à gauche en jaune. En revanche, cette action, il faut aussi qu'on l'enregistre pour pouvoir enregistrer nos futurs modèles, et il faut aussi qu'on enregistre l'action du site, donc la recommandation qu'on a faite, dans notre base de données. Cette grosse base de données va être réutilisée pour entraîner un modèle, et une fois notre modèle entraîné, on va remettre ce modèle en production pour proposer des nouvelles recommandations. Voilà, slide suivante. Donc ça, c'était conceptuellement le modèle. Et là, vous voyez justement ce qu'on fait avec quand on est en prod. Je vous ai mis à dessin ce schéma un peu brouillon pour vous montrer la complexité de l'architecture. Donc tout à gauche, on a l'architecture front avec notre boutique et nos modules. Nos modules interrogent une API. L'API qui va interroger notre mode, faire tourner notre modèle en fonction des données qu'elle a. Donc notre modèle, c'est le rond gribouillé là au milieu sur le serveur de données. Ce modèle va interroger une base de données qui est la TDSD. Et en fait, ce modèle va être créé par apprentissage à droite régulièrement sur les matrices de produits qu'on a créées. Donc là, vu que c'est un système de recommandation, on fait une grosse matrice avec des produits et des utilisateurs et on apprend dessus. Voilà, slide suivante. Dans le détail, on a plein de façons de faire des recommandations, et là, c'est une des choses, c'est une des choses sur lesquelles nous, on réfléchit beaucoup et qu'on est en charge d'implémenter et dont on est en charge de mesurer l'efficacité. C'est quelles recommandations on utilise. Je vais vous décrire quelques différentes méthodes de recommandation, et là, la seule façon de savoir laquelle est la meilleure pour notre problème, c'est le A/B testing. Donc on y revient. Donc il y a les recommandations qu'on appelle user-based, que vous voyez à gauche. Les recommandations user-based, c'est classiquement, on calcule des similarités. Comment ? Pardon. On calcule des similarités entre utilisateurs et on recommande à deux utilisateurs similaires des produits que l'un a aimé et qu'on suppose que l'autre aimera. À droite, les recommandations item-based. Cette fois, on calcule des similarités entre produits. Typiquement, on va dire que le Roi Lion est plus proche de Blanche-Neige que de John Wick. Et une fois qu'on a ces similarités entre produits, si on sait qu'un utilisateur a aimé un des produits, on va lui proposer l'autre produit. Ça, c'est des méthodes principalement fondées sur du calcul matriciel. On peut aussi développer ces méthodes, utiliser ces méthodes avec des réseaux de neurones, en tout cas les approximer, et on a quelques autres méthodes, mais c'est beaucoup de calcul matriciel principalement. Slide suivante. Voilà, là c'est une illustration de ce qu'on appelle les recommandations user-based. C'est on a l'utilisateur en bas, Lydie. On connaît ses notes pour deux films. Et ben, quelles notes on va
ce qu'on veut évaluer, c'est quelle note elle va mettre aux autres films. Et on va lui proposer le film pour lequel elle mettrait la note la plus élevée. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec les utilisateurs déjà existants les notes qu'elle a mises, calculer une pondération entre les différents utilisateurs pour arriver à recréer le profil de Lizzie, et calculer pour chaque produit que Lizzie n'a pas vu une note estimée qu'elle aurait mis. Là, on voit grosso modo que les utilisateurs proches de Lizzie, donc les deux du bas, ont aimé les deux premiers films, donc c'est Blade Runner et Arrival, si je ne me trompe pas, et qu'ils ont aussi aimé Interstellar, ce qui se tient. Et donc, je pense que là, on va proposer Interstellar à Lizzie. Donc ça, c'est de la recommandation user-based, où on essaie d'évaluer une similarité entre utilisateurs. Slide suivante. On a aussi du coup la similarité item-based, donc c'est ce dont je vous ai parlé. Ici, c'est juste pour des vins, un cluster de vins en fonction de leurs caractéristiques. Et typiquement, si quelqu'un aime un vin qui a les caractéristiques qui sont dans le grand rond en bas à droite, on va lui proposer un autre vin dans le grand rond en bas à droite. Donc là, c'est une similarité entre produits. Encore une fois, ça se calcule avec du calcul matriciel et de l'algèbre linéaire. Slide suivante. Donc tout ça qui sont des choses très bien intégrées, soit dans scikit-learn, soit dans Keras, etc. Là, c'est une façon de faire des recommandations plus expérimentales, sur laquelle je suis en train de travailler, où on décrit chaque parcours d'utilisateur sur le site, et chaque action est décrite comme un graphe. Et en fait, on va calculer des similarités entre ces graphes pour pouvoir calculer des similarités entre utilisateurs en fonction de leur parcours. Et donc, on va proposer l'étape suivante dans leur parcours qui maximisera l'acte d'achat. Donc là, ça se rapproche maintenant de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, où en gros, c'est essayer de prévoir les actions futures en maximisant la récompense. Voilà, donc ça, c'est une approche, on va dire, moins éprouvée et plus expérimentale, mais qui, à mon avis, est très intéressante et fondée là sur des réseaux de neurones profonds et de la science des données bien costaud. Slide suivante. Et tout ça pour conclure, voilà, avec une petite citation du Harvard Business Review, que Data Scientist is the sexiest job of the 21st century. Je dirais que c'est peut-être un peu exagéré, mais que si c'est pas le job le plus sexy, c'est en tout cas un de ceux qui est les plus demandés et qui a le plus de valeur ajoutée, et qu'on s'y trompe pas en voyant les entreprises qui embauchent le plus de data scientists, leur croissance actuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé. Pas de souci, Vincent. Un grand merci pour la présentation. C'était très clair, très concis. On n'a pas vraiment dépassé. On est dans les temps, hein, 1 minute. Super. Voilà. C'est vrai que toi, tu es précis sur les timings. Mais, Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question, Vincent, sur les systèmes de recommandation qui vont mélanger computer vision et texte. Je pense un petit peu à ce que fait Instagram. C'est quoi l'état de l'art aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose d'assez poussé sur la place, ou on est plutôt ou texte ou image? Ah non, c'est mix entre les deux, ouais. C'est quelque chose qui est déjà extrêmement important. Typiquement, on voyait il y a quelque temps sur les pages Facebook, si les gens utilisent encore Facebook, sur les pages Facebook, quand la page mettait un peu de temps à charger, les images ne chargeaient pas et on voyait les tags de l'image. C'est des tags qui sont faits automatiquement. Et si si Facebook fait ces tags automatiquement pour l'image, c'est pour proposer sur le mur ouais, voilà, c'est sur Instagram aussi. C'est pour proposer sur votre mur, je crois que ça s'appelle encore le mur, je sais pas, enfin dans le feed, les posts avec lesquels vous allez être le plus susceptible d'interagir.
Et ça, mélangé avec, du coup, non seulement les tags de l'image, mais aussi la proximité de la personne dans le réseau et le nombre d'interactions que vous avez avec elle. Donc là, ça peut remonter jusqu'aux données Messenger, etc. Les données du texte et tout ça du post. Donc ouais, c'est des systèmes qui sont déjà en production chez les plus gros. D'accord. Et chez les plus petits, est-ce que c'est quelque chose enfin, tu vois ça arriver sur de la R&D ou effectivement sur Alors, des gros, on imagine les Facebook ch- et ch- Google, c'est quelque chose. chez les plus petits, ce que je vois arriver, c'est que les plus petits veulent surtout du tagging automatique à partir des images de leurs produits et que ce tagging va servir à leurs recommandations. Donc là, c'est pas un mixte des deux, c'est vraiment une étape pour eux leur faciliter le travail. En gros, typiquement, un petit site de vente de quelque chose où le commerçant ou la commerçante veut prendre en photo ses produits chez lui ou chez elle, avoir une proposition de tag automatique au lieu de tout remplir à chaque fois, et ces tags vont être utilisés pour de la recommandation. Et ça, c'est des choses où il y a une vraie demande. D'accord. Bon, c'est intéressant. Merci. De rien. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour les systèmes de recommandation, là, tu as parlé Mm. tout à l'heure sur la partie graphe. Mhm. Est-ce que tout ce qui est système de recommandation à base de graphes qu'on peut faire avec du Neo4j ou autre, c'est quelque chose de très courant ou on est plutôt, c'est quoi le plus courant? Parce que Euh, de- de- c'est un peu intéressant de dire, souvent utilisé dans les réseaux sociaux, de dire voilà, si tu es l'ami de telle personne, donc mm. vraiment peut-être voilà, comme tu es modélisé en graphe by design, Ouais, ouais, ouais. c'est pas mal. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vois un petit peu? Alors, ça, oui. Après, l'approche en graphe, on va dire en graphe de flux, c'est-à-dire où on modélise le parcours de l'utilisateur, ça, c'est pour l'instant assez peu utilisé, dans le sens où déjà, ça demande souvent des sites qui ont quand même un certain nombre de visites. Et c'est des approches, on va dire, qui demandent plus de technique. Ça peut pas être fait très facilement et que souvent les gens se contentent de la première approche, ou en tout cas demandent la première approche d'abord, et puis une fois qu'ils sont convaincus, ils nous laissent expérimenter sur des choses plus costauds, et c'est les résultats qui les convainquent. Sur les graphes de type réseau social, ça oui, clairement, c'est utilisé pour de la recommandation, pour calculer une proximité en fait entre gens, et du coup ça aide énormément à donner un score de proximité entre deux utilisateurs. Voilà. D'accord. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup. On a une question dans le chat. Ouais, je vois. Alors, je me demande s'il est pertinent d'utiliser le user-based filtering et le item-based filtering en même temps. Par exemple, je vois sur Netflix un même film est suggéré plusieurs fois dans une même catégorie. Alors, ça pourrait me faire découvrir un nouveau film. Alors, en même temps, alors je vais faire une réponse de Normand. C'est si Netflix le fait, c'est que c'est pertinent. Ça, c'est ma réponse on va dire, de bon sens paysan. Euh, L'autre réponse est que Netflix, en fait, il faut se placer dans la peau de l'utilisateur. S'ils estiment que vous avez une bonne chance de... Donc pour moi, l'utilisateur, c'est Netflix. Si Netflix estime que vous avez une bonne chance de consommer tel film, ils ont tout intérêt à vous le pousser plusieurs fois, plutôt que de pousser des films que vous avez peu de chances de voir. Et après, ça tape aussi des notions là de psychologie cognitive que moi je maîtrise pas forcément.
mais que si le même film est recommandé dans plusieurs catégories, vous allez probablement vous dire que ah oui, ce film, il a vraiment l'air d'être recommandé pour moi et je vais effectivement le cliquer. Après, le fait d'utiliser plusieurs différents, on va dire, paradigmes de recommandation, pour moi, il est pertinent. La façon dont le fait Netflix exactement, je ne sais pas si elle est pertinente. J'imagine que s'ils le font, elle l'est. Mais vu que j'ai pas accès à exactement tout leur pipeline algorithmique, je peux pas juger plus. Après, Netflix, ils ont. Alors, je vous invite à lire le blog de Sciences des données de Netflix sur Medium. Ils parlent pas mal de leur système de recommandation, entre autres. Et ils font énormément, eux, de testing sur plein de choses. Et, et c'est pour ça, c'est là d'où vient ma réponse de s'ils le font, c'est que ça marche. Voilà. On avait une autre question de Christian. Ouais. Ouais. Ah oui, elle est dans l'onglet questions, d'accord. Non, ouais. Si. Déterminer les interactions entre des produits quand ils changent de prix, ça te semble possible, facile et avec quels outils? Alors, donc ça me semble possible, oui, sachant que parce qu'en fait, je l'ai fait. C'est un TP que je faisais faire à des étudiants justement en filière sciences des données à l'école des mines. Tout ce qu'il nous faut, c'est beaucoup de données. Si on a un historique de données, on va pouvoir à un moment évaluer des interactions entre les produits. Ensuite, les outils, j'ai tendance à dire que peu importe les outils, on peut le faire. Ça va. Là, les outils vont dépendre de nos données, ce qu'on va vouloir mettre en production et ce avec quoi on est à l'aise. La plupart de mes étudiants, quand ils faisaient ce TP-là, de prédiction des prix d'un produit et du coup de la vente des produits, utilisaient R avec il y a des packages R de prédiction, enfin de sciences des données qui sont équivalents, de machine learning, qui sont équivalents à scikit-learn. Moi, pour le faire simplement, là, je le ferai avec scikit-learn. Ce qu'on fait avec ma boîte actuelle Open Studio pour Telia IA, on le fait avec Keras et TensorFlow parce qu'on va dans des choses assez poussées. Et donc là, des réseaux de neurones profonds. Où on rajoute, en fait, pour chaque produit, on prend les données de ce produit, les données de tous les autres produits, et on scrape aussi d'autres données. On rajoute, par exemple, les données météo. Les données météo sont un bon prédicteur de si les gens vont plutôt acheter des barbecues ou des parapluies. Donc c'est quelque chose, oui, de relativement facile à faire et avec des outils classiques, Python, scikit-learn pour faire la base, c'est très bien. Le principal facteur, c'est il faut avoir un historique de données. Voilà. Mais c'était une question, ouais, c'est une question intéressante et c'est vraiment la base des questions. Alors, est-ce que les types de modèles A/B testing sont souvent mis à jour côté apprentissage et correction de modèles en mode batch ou bien en streaming? Alors, je comprends pas tout à fait la question. Est-ce que tu peux me préciser un peu ta question dans le sens, qu'est-ce que tu entends par un modèle A/B testing? Parce qu'en fait, le A/B testing, c'est pas tant un modèle qu'un protocole. C'est-à-dire qu'on va donner, que ce soit à des modèles ou à des sites ou etc., des données différentes, et voilà. Donc, si la question, elle est sur le fait de traiter nos expérimentations de manière, on va dire, continue, c'est-à-dire que par exemple, on a 15 expérimentations qu'on veut faire et on veut assigner des, des, des flux différents à chacune des 15 expérimentations
et optimiser les flux, ça se fait en streaming, en gros, en temps réel. Mais on part sur quelque chose qui est plus complexe que le A/B testing, qui est ce qu'on appelle les problèmes de bandits manchots, voire de multi-arm bandits, voilà. Il y a toute une théorie c'est de la théorie qui est très intéressante et ça se fait bien. Et pour être tout à fait honnête, quand je parle de A/B testing, souvent les sites énormes, eux, utilisent des multi-arm bandits. Et en fait, la théorie des multi-arm bandits, elle est à l'origine de la théorie de l'apprentissage par renforcement. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais du coup, en gros, on peut optimiser les flux différemment. Soit on le fait à la main en disant tiens, on va changer nos modèles, soit on peut faire de la prédiction automatique et là voilà. Alors, Gaël, bonjour Vincent, est-ce qu'il existe des solutions clés en main Amazon pour construire des algorithmes de recommandation? Alors, oui. Je ne les utilise pas, donc je peux pas en dire beaucoup. Je sais que SageMaker le fait, typiquement Amazon SageMaker. Je crois que Google Optimize le fait. Donc c'est des solutions clés en main. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faut se méfier de ces solutions clés en main parce que souvent le clé en main veut dire que ça va déjà vous demander un format particulier, etc., et que ça va peut-être vous demander plus de temps de pré-traiter les données pour qu'elles soient au bon format pour que leur logiciel le fasse automatiquement, que de le faire vous-même. Et en fait, ça dépend aussi de ce qu'on appelle clé en main. Est-ce que clé en main, c'est juste je prends mon fichier Excel de mon historique et je le mets brutalement je l'upload et j'ai une recommandation à la fin? Ou est-ce que clé en main, bah voilà, il y a des librairies Python type Surprise qui sont quasiment clés en main parce que les algorithmes de recommandation sont implémentés, mais que là, il faut déjà faire un peu de code pour implémenter le tout. Et puis après, c'est clé en main par rapport à des choses où là, vous devez implémenter, on va dire, les multiplications de matrices vous-même, quoi. Donc, il y a des solutions clés en main pour tous les niveaux. Mais j'ai tendance à dire que des fois, les boîtes noires, il faut s'en méfier parce qu'elles font perdre plus de temps qu'elles n'en font gagner. Et que ça, c'est quelque chose vraiment à évaluer en fonction du produit qu'on veut construire. Voilà. Voilà. Top. On peut prendre une petite dernière question d'Abir. Ah ouais, d'accord. Alors, elle est dans question. Est-ce que les systèmes de recommandation utilisent des données négatives aussi bien qu'ils considèrent ceux positifs? Alors, là, je vais te donner une réponse un peu vague. Ça dépend desquels. L'idée, c'est de le faire. Effectivement, c'est d'utiliser toutes les données qu'on a. Donc voilà. Donc ils utilisent de tout à fait les données négatives. Après, il faut juste choisir la méthode adaptée. Typiquement, si tu veux utiliser des données négatives, tu vas pas choisir la méthode qui s'appelle de la factorisation de matrices non négatives, parce que elle, justement, ne marche qu'avec des données positives. Ou alors, il va falloir pré-traiter tes données. Mais en fait, tu vois bien que si tu as, par exemple, des ratings qui vont de 0 à 10 ou des ratings qui vont de -5 à 5, tu peux juste décaler ta moyenne et l'utiliser pour un système de recommandation. Voilà, donc il n'y a aucun problème avec l'utilisation de ratings négatifs. Et voilà. Voilà. Ok. Bah écoute, on va conclure ici, parce on a un petit peu dépassé. Pour plus de questions spécifiques, je vais laisser l'adresse mail de Data Rockstars dans le chat. Et puis le site web, si vous avez besoin de plus d'informations concernant le programme de formation. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci Vincent.
Bye bye. Bonne journée tout le monde. Salut. Au revoir. Allez, bonne journée. Salut.